Ce Barça-Real, le Barça-Real du siècle, dit-on, Reynald, parce qu'il réunit sur la pelouse du Nou Camp ce soir 13 champions du monde, 2 ballons d'or, des candidats également au prochain ballon d'or France Football. Bref, c'est le rêve. Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de rentrer dans cette vidéo, comme vous pouvez le constater, devant vous, vous avez les effets d'un confinement de plus de 6 semaines causé par des amateurs de brochettes de pangolin. Donc avant de commencer cette vidéo, si vous pouviez juste mettre un petit pouce bleu de soutien, parce qu'un pouce bleu, c'est une brochette en moins quelque part sur les barbecues chinois. Et comme vous le savez, c'est une chance en plus de pouvoir voir la mer cet été. Et comme je vous l'avais déjà expliqué, vous pouvez voir le manque de vitamine D sur mon visage, le manque d'énergie tout simplement, qui se lit, parce que c'est palpable. Mais bon, on va quand même prendre le peu de force qui nous reste pour aborder le 3e épisode de la série sur José et Joseph. Et comme vous l'aurez deviné dans l'introduction, car je sais que j'ai un public fidèle et très érudit sur le plan footballistique, on va parler aujourd'hui de la Manita. Pourquoi la Manita ? Eh bien très simplement parce que c'est certainement le match le plus marquant de notre époque, mais c'est surtout le chef-d'œuvre ultime du Barça de Pep, a fortiori face à son ennemi juré, le Real Madrid. Mais tout petit point, avant de parler de ce qui s'est passé sur le terrain, il faut rappeler que ce qui fait aussi l'histoire de ce Classico, c'est le contexte. Parce que José Mourinho vient d'arriver au Real Madrid, fort de son triplé à l'Inter, au cours duquel il avait éliminé le Barça de Pep, comme on a pu le voir ensemble lors de la vidéo précédente. Et l'arrivée de Mourinho qui a été accompagnée par des débuts fracassants du Real Madrid jusqu'au Classico, à savoir 10 victoires, 2 matchs nuls, 6 buts encaissés en à peine 12 journées de Liga, et bien ça amène les merengues au Camp Nou dans la peau du leader. Et pour les supporters madrilènes comme pour les observateurs, la possibilité d'un passage de flambeau entre le Barça de Pep et le Real de Mourinho apparaît comme plausible. Les contre-attaques meurtrières du quatuor Ozil, Di Maria, CR7, Benzema pour mettre enfin fin à la domination possessionniste du Barça. Mais ce jour-là, peut-être plus que n'importe quel jour, la vérité du terrain a frappé. Une leçon de football pendant plus de 90 minutes, une humiliation suprême. Toutefois, plus que l'humiliation, il y a aussi quelque chose à retenir de ce Classico, c'est que l'application ultime de la philosophie du Barça de Pep ce soir-là, elle a aussi montré la voie, elle a aussi montré un chemin pour beaucoup d'entraîneurs. Parce que ce match, il a prouvé qu'on peut tout à fait concilier l'esthétique, même si ça c'est quelque chose de purement subjectif, avec la qualité, avec la performance, avec les résultats, et ce, quel que soit l'adversaire en face. Mais tout ça c'est de la théorie, et nous ce qui nous intéresse, c'est la pratique, comment ça s'est matérialisé sur le terrain, comment ce Barça jouait-il, et pourquoi était-il aussi fort. Et on va voir ça de suite. Messi, oui, Messi voit Villa, il l'a vu, et il n'y a toujours pas en jeu. Oh, c'est du grand art! Oh, c'est du grand art! C'est exceptionnel! C'est le football comme on l'aime. C'est réalisé à la perfection. Il y a tous les registres de ce qui se fait de mieux dans ce sport-là, Reynald. Et pour parler concrètement de ce qui s'est passé ce soir-là, j'ai choisi une action en particulier qui pour moi illustre totalement la philosophie de jeu de Pep Guardiola et pourquoi le Barça a marché sur le Real ce soir-là. Et cette action en particulier, c'est celle qui amène le 2e but du Barça. Parce que dans cette action, on retrouve quasiment tous les fondamentaux de la philosophie de jeu de Guardiola. Le premier point, c'est évidemment le pressing. Car au début de l'action qui va mener au 2e but catalan, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le Barça récupère très rapidement le ballon. Bien utiliser le ballon, c'est une chose, mais pour avoir le ballon, il faut pouvoir le récupérer. Le pressing et le contre-pressing barcelonais étaient l'une des forces de ce Barça. Et il traduit un segment essentiel de la pensée de Guardiola, c'est que la façon dont tu attaques va définir la façon dont tu vas défendre. Alors forcément, lorsque le Barça attaque, avec une grande proximité entre les joueurs sur les phases de construction, ça va faciliter grandement la récupération. C'est exactement le cas sur cette récupération où on voit qu'il y a potentiellement 7 joueurs barcelonais capables d'intervenir dans une zone où il n'y a que 5 madrilènes. C'est cette supériorité numérique et cet harcèlement sur le porteur du ballon qui va leur permettre de récupérer immédiatement la balle. Alors oui, il est possible de sortir d'un tel pressing, mais c'est quelque chose qui demande une grosse résistance sous pression, avoir pris l'information au préalable, mais aussi de vraies solutions pour ressortir le ballon.
et c'est ce qui manque cruellement au Real sur cette séquence. Il est déjà difficile de réussir à défendre face à ce Barça, mais avoir en plus de véritables issues de sortie à la récupération du ballon, c'est une problématique supplémentaire. Alors là, on va avancer rapidement sur la séquence pour arriver à des moments plus intéressants, même si vous pouvez voir en accéléré une phase de possession interrompue par le Real, mais seulement de façon temporaire. Suite à quoi, on va arriver à un deuxième point essentiel de ce Barça, c'est leur résistance sous pression. Et qui de mieux que Busquets pour l'illustrer. Par 2 fois, Busquets va subir le pressing madrilène, mais aucune panique de son côté. Alors ce sont 2 exemples pas forcément impressionnants, mais ils symbolisent l'aisance des Barcelonais sous pression. Car vouloir le ballon c'est une chose, mais encore faut-il avoir les capacités et le sang-froid pour pouvoir l'utiliser. Et avec des joueurs comme Busquets, Xavi, Iniesta ou encore Messi, le Barça a sûrement ce qui se fait de mieux dans le domaine. Cette résistance pose énormément de problèmes aux adversaires dans la mesure où il devient très difficile de presser de tels joueurs. Et cela peut avoir pour effet négatif de décourager toute initiative de pression et donc créer un confort supplémentaire à des joueurs qui n'en ont déjà pas besoin. Poursuivons ensemble sur le cours de l'action car bien que ces 2 points soient très importants, on va voir maintenant le jeu du Barça se mettre véritablement en place. Et ce qu'on peut remarquer immédiatement, c'est comment le travail sur la largeur est effectué. On voit David Villa à gauche qui mange la ligne et Daniel Alves à droite mange la sienne. Et ce, peu importe où se trouve le ballon. On jouait Andrés, Xavi, et Andrés Iniesta avec Yaya Touré. Et moi, je devais rester écarté. Okay. Si je rentre là, chercher la balle, il fait quoi Andrés? Ici. Il est mort. Maintenant, quand Eric Abidal avait la balle, ou Yaya Touré avait la balle et je pars en profondeur, qu'est-ce qu'il fait l'arrière droit et le défenseur central? Il recule. S'il ne recule pas, je vais au but. Il y a qualité quand même là. Et là, maintenant, tu fais quoi? Là, maintenant, tu peux jouer Andrés. J'ai fait... faut faire la course dans l'espace, là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là, quand Yaya Touré a la balle? Je l'ai aidé dans l'espace. Mais qui a eu la balle? Andrés. Et face à ce positionnement, 2 solutions s'offrent à l'équipe adverse. La première, c'est soit ils essayent de s'adapter à cette largeur, et dans ce cas, ça va offrir de l'espace aux joueurs intérieurs adverses, ou la deuxième, qui est que l'équipe ne s'adapte pas, mais par conséquent, ces joueurs extérieurs, ils auront de l'espace, du temps et beaucoup de liberté. Mais dans tous les cas, quelle que soit l'adaptation ou non de l'équipe adverse, ce positionnement barcelonais, il a pour but de bien délimiter chaque zone et d'offrir tout le cœur du jeu à ses créateurs, Busquets, Xavi, Iniesta et Messi. Dans le cœur du jeu, ces 4 joueurs, ils ont une liberté totale de mouvement, surtout Xavi, Iniesta et Messi, car Busquets a un rôle un peu plus pivot. Par ailleurs, il y a quelques secondes, je parlais du travail de Villa et Alves sur la largeur, mais il faut également souligner celui de Piqué et Abidal, car en phase de possession, ces 2 joueurs vont quasiment manger la ligne eux aussi pour contribuer à l'élargissement du jeu barcelonais. C'est par ce positionnement et ce travail en amont que des lignes de passe peuvent se créer plus facilement et ainsi permettre au jeu barcelonais de se mettre en place. Et à partir du moment où ce travail est fait, le ballon il va pouvoir arriver au trio et c'est là que la magie se met en place. Parce que le positionnement de base, on va bien se rendre compte avec un Iniesta qu'il n'a plus aucun sens. Lui qui est censé occuper l'axe gauche, il peut très bien se retrouver axe droit au gré des actions. Parce que le but, c'est que le porteur du ballon, il ait constamment plusieurs solutions de passe à proximité pour faire progresser la balle et surtout déstabiliser le bloc adverse et le faire sortir de sa position initiale. C'est pourquoi on remarque la présence constante des fameux triangles de Pep sur le terrain. Et ça rappelle une loi immuable du football qui est que l'équipe qui possède la balle, elle aura toujours un temps d'avance sur l'équipe qui défend. L'équipe qui défend peut certes essayer d'anticiper à ses risques et périls, surtout face à ce Barça-là, mais dans le cas contraire, elle sera constamment dans l'adaptation. Et on pourrait comparer ces phases de possession loin d'être inutiles à un accordéon, dans la mesure où on voit bien que le Barça cherche à écarter sur les côtés pour créer des espaces dans l'axe, et quand il combine dans l'axe, c'est aussi pour créer des espaces sur les côtés, jusqu'à ce que la bonne opportunité existe pour la saisir. Et c'est exactement comme ça que l'illumination arrive. Le Real est aspiré sur son côté gauche, laissant David Villa qui mange toujours la ligne dans son couloir seul, et Xavi peut enfin renverser. Et là on rentre dans l'un des derniers chapitres de la philosophie de Pep, c'est la liberté offerte à ses offensives dans les 30 derniers mètres. Pep l'a souvent répété, dans les 30 derniers mètres, la liberté est totale pour les offensifs. Mais son travail à lui, c'est de pouvoir mettre ces joueurs-là dans les meilleures conditions dans le dernier tiers. Et c'est exactement ce qui se déroule sur ce but, parce que Xavi trouve Villa qui est totalement seul, et à ce moment-là, Villa il a toute la liberté de venir provoquer, percuter, éliminer et centrer pour qui? Eh bien centrer pour Pedro qui lui a continué son action en attaquant le deuxième poteau pour finir.
Alors bien évidemment, dans cette vidéo, je n'ai parlé que d'une seule action et j'aurais pu en parler de beaucoup d'autres, notamment celle qui amène le premier but du FC Barcelone. Mais si j'ai choisi cette action, c'est parce que pour moi, c'est celle qui représente le mieux la philosophie de Pep Guardiola et de la majorité des aspects essentiels de son jeu, à savoir le pressing, le jeu sous pression, la recherche de la largeur, les combinaisons et les mouvements perpétuels au cœur du jeu, et enfin la liberté qui est apportée dans le dernier tiers. Mais tout ça, c'est un aspect presque théorique, même si j'ai essayé de montrer la pratique sur le terrain. Je parle de théorie parce que la mise en pratique justement de ces fondements-là, elle dépend en grande partie de la qualité de tes individualités, parce que forcément, c'est beaucoup plus facile de pouvoir mettre en place un jeu comme celui-ci quand tu as des joueurs de la qualité technique et intellectuelle comme le sont un Xavi, comme l'est un Busquets, un Iniesta, un Messi, un Daniel Alves. Forcément, quand tu as des joueurs de cette classe-là, le taux de déchets dans le jeu il est relativement faible, alors que si tu essayes d'appliquer une telle philosophie avec des joueurs beaucoup moins bien dotés, que ce soit intellectuellement, parce que ça demande une grande intelligence au niveau de la prise de choix, au niveau des déplacements, mais aussi techniquement dans l'exécution, que ce soit contrôle, passe, parce qu'on voit qu'il n'y a aucun déchet, forcément si tu essayes d'appliquer une telle philosophie avec des joueurs moins doués, tu auras un taux de réussite beaucoup moins important. Parce qu'au final, quand on voit cette action, tout semble très facile. Mais comme l'a dit le maître de Pep Guardiola, Johan Cruyff, le football, c'est un sport qui est très simple, mais jouer simplement au football, c'est la chose la plus compliquée qui soit. Et c'est pour ça qu'il faut quand même bien contextualiser ce qu'on voit sur le terrain, se rendre compte de la difficulté que ça représente et que ce n'est pas à la portée de n'importe quel joueur, à la portée même conceptuellement de n'importe quel coach. Et il y a un dernier point pour lequel, selon moi, cette action et ce match du FC Barcelone ce soir-là face au Real Madrid, il est intéressant, c'est que on peut voir le chemin qui a été parcouru depuis ce match en 2010 du football à celui d'aujourd'hui, parce qu'on se rend compte en revoyant ce Classico et on se rend compte en voyant ce Barça-là, le Barça de Pep, que c'était un Barça, une équipe qui était très patiente, qui prenait beaucoup de temps dans la construction, qui n'avait pas peur d'aligner des passes, parce que leur philosophie, c'était justement d'avoir les meilleures phases de construction possibles jusqu'à ce qu'il y ait une ouverture qui se crée dans l'équipe adverse pour pouvoir en profiter. Et quand on revoit ce match, quand on revoit la façon dont joue ce Barça-là, on voit qu'il y a un total décalage avec le football d'aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la plupart des équipes, et les équipes qui sont triomphantes, que ce soit Liverpool récemment, mais aussi le Real Madrid en Ligue des Champions, on se rend compte que c'était des équipes qui étaient tournées très rapidement vers la transition, très rapidement vers l'attaque et qui n'avaient pas forcément ces phases de construction aussi poussées qu'étaient celles du FC Barcelone. Donc c'est aussi intéressant de voir comment a évolué le foot en à peine 10 ans, où à ce moment-là, la meilleure équipe du monde qui était le FC Barcelone était une équipe très patiente, une équipe de possession, et on se rend compte aujourd'hui que les équipes qui ont les meilleurs résultats à l'échelle européenne, à savoir Liverpool, eh bien ce sont des équipes très agressives qui sont dans la transition et qui essayent de suite, dès qu'il y a des espaces, de pouvoir en tirer profit pour créer du danger chez l'équipe adverse. Donc voilà, ça c'était le dernier point pour sortir du contexte purement José, madrileno, catalan. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu sur la vidéo. Pour mes amis qui sont en période de recueillement religieux, n'hésitez pas à avoir une pensée pour ma coiffeuse, parce que on a besoin d'elle et on pense à elle. Et j'espère vous retrouver très rapidement pour une prochaine vidéo. À bientôt.